Bonjour à tous. La thématique de la visioconférence d'aujourd'hui, à savoir suppression de la taxe d'habitation et les incidences sur la taxe foncière. Il y en a plusieurs, nous allons le voir. Donc, suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. En deux temps, effectivement. Dans un premier temps, 80% des foyers sont concernés en France, en moyenne. Cela varie d'une collectivité à l'autre. Les foyers concernés le sont sous condition de ressources, à savoir que les ressources maximum pour un foyer d'une personne, 27 000 € de revenu fiscal annuel. Un foyer composé de deux adultes, 43 000 €. S'il y a en plus une personne à charge, 49 000 €. Bref, des conditions de plafond de ressources à ne pas dépasser pour rentrer dans ce mécanisme, en bénéficier. Et c'est le cas de 80% des foyers fiscaux en France en moyenne. Depuis 2018, en 2018, une baisse de 30% de la taxe d'habitation sur sa résidence principale, compensée par l'État qui verse cette somme à la collectivité. L'année dernière, en 2019, 65% de baisse sur la taxe d'habitation pour les ménages concernés, compensée par l'État. Et cette année 2020, 100% de dégrèvement, c'est-à-dire que les foyers ne payent plus sur ces 80% de foyers la taxe d'habitation sur leur résidence principale. L'État compense. Les 20% de foyers restants ne sont pas encore concernés, mais le seront l'année prochaine, selon le même mécanisme. Ils verront l'année prochaine une baisse de leur taxe d'habitation de 30%. L'année suivante, 2022, 65% de baisse, et l'année prochaine, et l'année suivante encore, en 2023, ils ne paieront plus leur taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc 80% des foyers ne la paient plus dès cette année. Les 20% restants ne la paieront plus en 2023. 2023, suppression intégrale pour l'ensemble des foyers en France de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Quid de la compensation pour les collectivités des ressources associées à la taxe d'habitation sur les résidences principales? Eh bien, la loi de finances 2020 nous éclaire à ce sujet, puisqu'elle nous dit que 100% de la recette sera compensée à partir de 2021. Ça veut dire quoi? En 2021, en 2022 encore, 20% des foyers continueront à payer de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Mais les collectivités ne percevront plus du tout de taxe d'habitation sur les résidences principales. Ce que paieront ces foyers-là, c'est l'État qui le percevra et qui le gardera. Donc, des mécanismes de compensation vont être mis en place à la place de cette ressource taxe d'habitation sur les résidences principales, car elle disparaît totalement pour les collectivités en termes de ressources dès l'année prochaine, 2021. Alors, selon la collectivité, la compensation est différente. Par exemple, pour les intercommunalités, les EPCI, pour les départements, ce qui sera perçu, c'est une quote-part de la TVA, donc TVA nationale. La quote-part de TVA perçue par chacune de ces collectivités sera spécifique à chacune des collectivités. Nous allons le voir. Pour les communes, eh bien, la compensation prendra la forme de taxes foncières. En plus de la taxe foncière qu'elles perçoivent déjà, les communes verront la récupération en 2021 de la taxe foncière que percevait alors le département. Récupération du taux de taxe foncière du département. On va le voir, là aussi, ça sera affecté d'un coefficient correcteur. Mais on va y revenir dans le détail. À noter que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, quant à elle, n'est pas affectée par tout cela. Elle ne change pas. Et ça n'est pas neutre, notamment pour des communes touristiques qui ont un pourcentage de logements qui consiste en des résidences secondaires qui peut être conséquent. Ces résidences secondaires voient toujours une taxe d'habitation à acquitter. Alors, l'année de référence pour calculer et figer la compensation, eh bien, c'est 2020. Ça signifie quoi? Que, nous le disions, les départements, les intercommunalités vont recevoir une fraction, une quote-part de TVA, donc d'un impôt national.
chacune d'entre elles, collectivité, aura une valeur de quote-part, une fraction de TVA nationale spécifique à la collectivité, qui sera en fait indexée sur ce qu'était la ressource taxe d'habitation 2020, appelée à disparaître en 2021 et les années suivantes. Donc, le pourcentage, la quote-part de TVA sera fonction de la ressource taxe d'habitation 2020 qui disparaît pour les années suivantes. Ça détermine la quote-part de TVA. Mais cette valeur de la quote-part de TVA, elle sera figée pour les années suivantes encore, 2022, 2023, c'est la même valeur. Elle est calculée en fonction de 2020. Dès lors déterminé et figé, il ne bougera plus. De même, pour le coefficient correcteur, pour les communes, coefficient correcteur qui affecte la taxe foncière récupérée du département. Certes, le département a un taux de taxe foncière qui va être récupéré par les communes, mais il va être affecté d'un coefficient correcteur de sorte à ce que cette ressource récupérée génère le nombre d'euros qui était perçu sous la forme de taxe d'habitation en 2020. C'est l'année de référence. De là, un coefficient correcteur est déterminé, il est calculé, il est attribué spécifiquement à chaque commune et figé pour toutes les années qui suivent. Voilà en quelque sorte le mécanisme. Nous avons ici une commune qui en 2020 perçoit 80 € de taxe d'habitation. En récupérant le taux de taxe foncière du département, département A, eh bien ça générerait, ce taux appliqué à ses bases communales, 100 € de ressources, donc plus que ce qu'elle percevait. Pour éviter que ce soit le cas, lui est attribué un coefficient correcteur de 0,8, de sorte à ce que la multiplication donne 80 et qu'elle perçoive ce qu'elle perd en termes de taxe d'habitation, sous forme de taxe foncière du département à compter de 2021. Les 20 € de moins sont mis dans un fonds de compensation, de sorte à ce qu'une commune qui serait dans une situation inverse, à savoir, elle perçoit, elle, en 2020, 110 € de taxe d'habitation. Or, en récupérant le taux de taxe foncière du département, elle n'aurait que 100 € de ressources. Pour éviter qu'elle y perde, qu'elle soit sous-compensée, alors lui est affecté un coefficient correcteur qui, lui, est supérieur à 1, 1,1, de manière à ce que 10 € soient puisés dans le fonds de compensation et viennent alimenter la ressource pour qu'elle touche bien 110 €. Sans quoi, certaines communes seraient surcompensées, d'autres auraient été sous-compensées. Eh bien, elles ne le seront pas. Toutes seront compensées sur les bases de 2020 grâce à ce coefficient correcteur qui, lui, est figé ensuite pour toutes les autres années. Si une commune se voit attribuer 0,8, il restera 0,8 en 2022, 2023, ça ne bougera pas, ainsi de suite. Et pareil, quel qu'il soit. Voilà ce qu'est le coefficient correcteur et voilà comment il opère le calcul de la compensation que percevront les communes à compter de l'année prochaine. L'année de référence, c'est 2020. Des incidences sur la taxe foncière inhérente à la suppression de cette taxe d'habitation sur les résidences principales. Plusieurs incidences, on vient de le voir. Les communes avaient en termes de ressources la taxe d'habitation, c'est un levier fiscal avec un pouvoir de taux spécifique à la taxe d'habitation sur les résidences principales, et un levier qui est la taxe foncière avec le pouvoir de taux associé à la taxe foncière. La taxe d'habitation sur les résidences principales disparaissant, eh bien, c'est un levier, un pouvoir de taux qui disparaît. Il ne reste plus que celui associé à la taxe foncière. Donc, c'est une diminution de l'autonomie fiscale pour les communes. Transfert de la taxe foncière du département vers les communes, ça signifie que la taxe foncière prend une place renforcée en termes de stratégique pour la commune, puisqu'elle devient le seul levier de taux, le seul levier fiscal, pouvoir de taux, et augmenté de ce qui est récupéré du département, bien que corrigé par ce coefficient correcteur. Donc, un pilier reste sur les deux. Donc, ça n'est pas sans poser la question de la fiabilité des bases. Un taux de taxe foncière, ça s'applique à des bases, des valeurs, des biens sur sa commune, ce qui donne le produit que l'on perçoit en termes de ressources. Si ces bases sont fiables, alors elles sont bien évaluées et elles génèrent le produit fiscal qui doit être perçu par la commune. Si elles sont sous-évaluées, parce que les fichiers fiscaux seraient remplis de certaines anomalies qui sous-évaluent les biens.
alors le produit fiscal perçu par la commune est inférieur à ce qu'il devrait être, inférieur à son juste potentiel. Donc, ça met en exergue, ça met en relief un besoin crucial que d'avoir des bases qui soient nettoyées, qui soient propres, qui soient fiables, pour toucher le juste produit fiscal qui désormais ne repose que sur un pilier, celui de la taxe foncière. Mais aussi à noter que s'il reste la taxe foncière et que disparaît la taxe d'habitation, ça signifie que le service public est principalement financé par la taxe foncière, qui n'est acquittée que par les propriétaires. Donc, avant, nous avions un service public financé par taxe d'habitation, donc par des gens qui habitent sur la commune, donc qui paient de la taxe d'habitation, qui ne sont pas nécessairement des propriétaires, en tous les cas pas nécessairement sur la commune, et nous avions la taxe foncière, payés par des propriétaires de biens sur la commune, qui ne sont pas nécessairement des gens qui habitent sur la commune d'ailleurs, et donc qui utilisent ou bénéficient des services publics financés par la commune. Tout est maintenant focalisé sur les propriétaires. Donc c'est quelque chose qu'il est important d'avoir en tête parce que ça n'est pas neutre. Il peut y avoir des communes qui ont un pourcentage non négligeable de biens qui sont propriété de personnes qui n'y habitent pas. Ça n'est pas sans poser des questions. Et à ce sujet, en termes de propriétaires, quand on pose la question aux communes, quel est le plus gros propriétaire sur votre territoire, sur votre commune, le plus souvent, la réponse, c'est la commune elle-même. Il est très fréquent que ce soit la commune qui possède le plus volumineux patrimoine sur sa commune, patrimoine bâti, non bâti. C'est fréquemment le cas. Et là-dessus, ça mérite qu'on fasse un focus, qu'on arrête notre attention sur ce point-là, il est décisif. Parce que avoir un patrimoine aussi conséquent, c'est une richesse, mais c'est une richesse qui coûte cher quelque part. Parce qu'il y a de l'électricité, parce qu'il y a de l'assurance, parce qu'il y a de l'entretien, et parce qu'il y a de l'eau, et parce qu'il y a aussi, entre autres dépenses très significatives, mais la taxe foncière que paye la commune sur le patrimoine dont elle est propriétaire. Et c'est une dépense qui peut être très importante et qui peut être optimisée de façon significative dans l'immense majorité des cas pour les communes, on va le voir. Dans un premier temps, afin d'optimiser cette dépense pour une commune que de payer de la taxe foncière sur le patrimoine dont elle est propriétaire, il y a 3 temps. Dans un premier temps, il faut que la commune identifie quel est son patrimoine, et notamment celui qui est assujetti à la taxe foncière, et donc de là, accessoirement aussi à la TOM, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Une fois que ce patrimoine est identifié et repéré, s'agissant de celui qui nécessite de payer une taxe foncière, il s'agit de repérer parmi ce patrimoine-là celui sur lequel la commune paie de la taxe foncière, alors que, deuxième temps, des conditions d'exonération sont réunies et que la taxe foncière devrait ne pas être payée, alors qu'elle l'est et depuis plusieurs années. Donc, il faut éviter de continuer à la payer et il faut aussi récupérer ce qui a été payé à tort. Pour cela, troisième temps, il faut que la commune formalise le signalement de ces anomalies pour les transmettre à la DDFiP, à la Direction départementale des finances publiques, aux services fiscaux, pour que rectifient leurs fichiers, mettent en place l'exonération permanente concernant les biens qui aujourd'hui ne sont pas exonérés alors qu'ils devraient l'être, et sur lesquels ont été acquittés des taxes foncières et des TOM pour récupérer et ne plus payer, désormais. 3 temps. Donc, premier temps, identifier son patrimoine. Bien, pour cela, il faut accéder aux données cadastrales, notamment, relevé de propriété, en utilisant un outil qui le permet de façon fluide et simplifiée, parce que les fichiers bruts fiscaux sont souvent, pour le moins, indigestes. Donc là, on a ici l'exemple d'une commune, Plouhinec, en Bretagne, donc, qui utilise notre outil, et ce qui lui permet d'avoir un relevé précis de son patrimoine, donc des propriétés bâties, non bâties sur sa commune, qui sont donc des maisons, des appartements, des dépendances, des locaux commerciaux, industriels,
et l'on voit l'ensemble de ces biens pour la commune. On voit s'ils sont vacants, pas vacants. En tous les cas, là, on peut accéder facilement, et c'est ce qu'il faut faire, au patrimoine, aux biens qui sont la propriété de la commune, pour bien les identifier et de là repérer quels sont ces biens, les visualiser, sur quelle parcelle, où sont les bâtis, le cas échéant, peut-être les visualiser aussi grâce à leur façade. Donc cet outil-là le permet, ça simplifie évidemment le travail. Et pour finir d'identifier ce patrimoine, repérer celui sur lequel une taxe foncière est payée, une taxe d'enlèvement des ordures ménagères également, si elle est payée. Donc identifier au sein de l'ensemble de son patrimoine celui sur lequel une taxe foncière est payée. Premier temps. Deuxième temps, vérifier au sein de ce patrimoine sur lequel une taxe foncière est payée si certains biens ne pourraient pas bénéficier d'une exonération de cette taxe foncière, c'est-à-dire des biens qui réuniraient les conditions suivantes. Certes, des biens propriétés de la commune, improductifs de revenus et affectés au service public, une mission d'intérêt général. Bien sûr, les locaux de la mairie, par exemple, mais aussi bien tel local qui est mis à disposition de telle association d'intérêt général, peut-être les restaurants du cœur ou un club associatif, voilà, est mis à disposition par la commune de ce bien, de ce local, à titre gratuit ou à l'euro symbolique. Donc, des biens qui réuniraient ces conditions, sur lesquels pourtant une taxe foncière est payée, voire une tôle, eh bien, ça n'est pas autre chose qu'une anomalie. La taxe foncière devrait être exonérée, il faut le mettre en place. Donc, deuxième temps, repérer les biens qui peuvent bénéficier des conditions qui réunissent les conditions d'exonération. Enfin, troisième temps, formaliser de façon probante et simplifier les anomalies repérées, de sorte à ce qu'elles puissent être transmises, ces anomalies, aux services fiscaux. Alors, les formaliser de façon probante, ça signifie faire apparaître les données du cadastre, parcelles, bâtis, numéro d'invariant, la commune concernée, une vision aussi, un plan, et l'affectation actuelle du bien qui légitime qu'une demande d'exonération permanente soit mise en place. Ce troisième temps étant réalisé, les services fiscaux peuvent alors mettre à jour leur fichier et de là, qu'est-ce que cela permet? Eh bien, cela permet de récupérer ce qui a été versé à tort, minimum 2 ans d'antériorité à récupérer, 2 ans de droit, et ça peut être jusqu'à 4 ans de plus. Et bien sûr, mettre en place l'exonération pour ne plus payer la taxe foncière, voire la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, associée à ce bien-là. L'enjeu massif, c'est l'antériorité. Et quand je dis que l'enjeu il est massif, je le sais concrètement, puisque, comme je vous le disais, on a réalisé ce diagnostic que je vous invite à faire vous-même dans plus de 700 communes. Dans 97%, il s'est révélé fructueux, mais à hauteur de combien? En gros, pour une commune qui paye de l'ordre de 30 000 € de taxe foncière sur le patrimoine dont elle est propriétaire, en moyenne, ce que l'on va récupérer, c'est 10 000 € par an. Donc, sur 2 ans d'antériorité, c'est 2 fois 10 000. Ça peut être jusqu'à 4 ans de plus. Là, c'est à la discrétion des services fiscaux. Et en plus, ne pas continuer à le payer, ce qui ne doit pas l'être sur l'année 2020 et les années suivantes. Donc, l'enjeu, il est très conséquent. Comme je vous l'ai dit, nous, on peut aider les collectivités, on les aide depuis plus de 20 ans là-dessus, parce que pour pouvoir faire ce travail, il faut encore pouvoir accéder à ces données, les lire fluidement, formaliser, repérer les conditions d'exonération. Tout le monde n'a pas nécessairement les outils. Les connaissances, parfois oui, parfois non, mais quand bien même on a les compétences en interne pour le faire, il faut encore avoir le temps. Donc tout ça n'est pas nécessairement réuni, à part dans quelques collectivités particulièrement bien outillées et de taille très conséquente. Pour les autres, en règle générale, elles peuvent s'appuyer sur des structures extérieures comme les nôtres. Et encore une fois, comme je vous le disais, dans plus de 700 collectivités, on l'a fait. Et on fait ce diagnostic gratuitement. Donc c'est pour ça qu'elles n'hésitent pas à nous solliciter.
Donc, c'est ce que j'ai fait hier matin. On remet un diagnostic gratuit qui appartient à la commune, hein, cartographié, qualifié, quantifié, bien par bien. On lui dit voilà la liste de vos propriétés, voilà les cartographies, voilà les biens pour lesquels vous payez de la taxe foncière aujourd'hui, voilà tous les biens pour lesquels vous auriez dû ne pas la payer, voilà les sommes que ça représente, voilà pour celles sur lesquelles il faut demander l'exonération. Bon, voilà. Donc, ce que l'on vous propose, si vous êtes concerné aujourd'hui, si vous avez été rendu destinataire de cette proposition de participer à cette information, sur la loi de finances 2020, les conditions de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale, ce qui vient remplacer. Donc, vous avez des informations, mais tout le monde n'est pas au même niveau. Et en plus, tout le monde n'a pas repéré l'incidence sur la taxe foncière payée par la commune sur son patrimoine et surtout sur le fait qu'en 2020, eh bien, on est sur une année charnière et qu'il ne faut pas laisser passer, sans quoi ça ne sera plus possible de le faire comme c'était le cas depuis 20 ans à compter des années suivantes. Donc, on reviendra vers vous pour vous présenter vos enjeux. On a vos données, on a les montants que vous payez et on vous présentera ça de façon un peu plus détaillée. Et donc, voilà en fait ce que je voulais vous présenter, le contexte suppression de la taxe d'habitation, la façon dont ça va se passer, les conséquences pour la commune, les incidences sur la taxe foncière, entre autres conséquences, une optimisation de dépenses, c'est-à-dire les taxes foncières qu'elle a payées et qu'elle continuerait à payer à tort sur son patrimoine. Donc, voilà pour ce premier temps qui est celui de la présentation du contenu de l'intervention. Et donc maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre écoute.